les 3/5. C'est-à-dire, nous avons un poids énorme dans la séquestration et dans le stockage du carbone. D'après plusieurs auteurs, nous stockons pas moins de 38 gigatonnes du carbone dans notre pays, carbone sur pied. Et carbone couché tourbière, nous avons enfoui dans nos marécages pas moins de 30 gigatonnes carbone tourbière. Et nous avons sorti un nouveau concept du carbone invisible dans le sol. 147 gigatonnes du carbone pour la RDC. Tous les chercheurs du monde ont les yeux rivés sur la RDC. Je vous donne un exemple. Si on brûlait tout le carbone forestier, tourbière de la RDC, la température mondiale grimperait de 5 degrés. Or, là, nous sommes à un excès de 1,1 à 1,2 degrés, d'après les calculs des GIEC, d'après mes calculs à moi, expert du climat, Kinshasa est à 1,3 degrés de réchauffement. Qu'à cela ne tienne, regardez les conséquences. Les inondations, les canicules, les sécheresses, le dérèglement du calendrier agricole. Donc, si nous passons le seuil de 1,5, ça sera pire. Regardez, nous n'avons pas de champignons qu'on avait. On n'a pas de fruits de mer et légumes qu'on avait. On est en train de perdre. On n'a pas de papillons qu'on voyait circuler sur Kinshasa. On n'a pas de criquets. Les économies rurales sont ruinées. C'est la résultante du réchauffement climatique. Exactement. Et là, si nous passons 2 degrés, c'est-à-dire c'est une catastrophe. Mais si nous allons à 2,7 degrés, parce que nos CDN, nos contributions déterminées au niveau national, sont vraiment au rabais. Les engagements, on se voile la face, on ne se dit pas la vérité. La COP est devenue un forum de qui trompe qui, et l'humanité est en train de se réchauffer. Voilà pourquoi la RDC est un pays solution. Solution sur le plan énergétique. Le chef de l'État ne l'a pas dit. Nous tendons vers la neutralité carbone pour l'Inde 2070. Pour les Européens 2050, mais ils ne l'ont pas dit. L'Inde au moins a pris le courage de le dire. Mais on s'attend à quoi? Qu'on migre tous vers les voitures électriques, vers le biocarburant, les voitures hybrides, vers le solaire, la géothermie, l'éolien. Il y a des conséquences? Non. La conséquence, c'est que nous devons abandonner le pétrole et le charbon. Et pour cela, la RDC est une solution, parce qu'aucune voiture électrique ne circulera dans le monde sans des batteries à lithium que nous avons ici. Pays solution, parce que avec le grand Inga, 100 gigawatts. Mais qui tarde à venir. Et bien ça va venir parce qu'il faut que le monde les finance. On n'a pas à aller plus loin qu'exploiter le grand Inga pour donner l'autonomie énergétique à l'Afrique. Professeur Kabassele, je suis en train de comprendre que vous avez vraiment la matière. Hein. Nous allons y revenir. Monsieur le directeur général de l'ICC, une réaction à chaud sur le discours du président de la République à ce sommet de la COP 26 qui se tient à Glasgow. Nous sommes en Écosse. Oui, merci beaucoup. Ben, écoutez, je pense que le discours du chef de l'État est extrêmement encourageant et je crois qu'aussi le chef de l'État a à sa disposition des outils congolais pour réussir à mettre de la valeur justement sur ce travail de conservation de tout cet énorme stock de carbone. D'abord, je prêche un peu pour ma paroisse, mais l'Institut congolais de conservation de la nature est un appareil public de l'État qui a cette responsabilité, comme son nom l'indique, de conserver la nature et donc de conserver le carbone. Et l'autre chance que le chef de l'État a, de même que nous tous congolais, c'est d'avoir une population très jeune.
Et le fait d'avoir une population très jeune est en fait un grand espoir pour ce pays, parce que ça veut dire que nous avons encore tout un potentiel aussi de formation, justement de compréhension aujourd'hui de cette sensibilité par rapport à la biodiversité. Et je crois que cette combinaison d'avoir déjà un dispositif institutionnel public de l'État qui est en place et d'avoir en même temps une population si jeune et maintenant avoir des orientations politiques qui sont extrêmement claires, ça nous met clairement en position de gagnant, de pays solution. Merci. Monsieur Luc Atundou, 20 ans d'absence, il a fallu que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, arrive à la tête de la République démocratique du Congo pour qu'aujourd'hui la voix de la RDC, allais-je dire, soit entendue. C'est une fierté nationale pour vous, en tant que, je rappelle aux téléspectateurs qui nous suivent, en tant que coordonnateur national de la Commission des forêts de l'Afrique centrale. Merci beaucoup d'abord pour l'opportunité que vous nous donnez de réagir à chaud sur cet important discours. Comme l'a dit le professeur Kabasele, nous étions absents au segment politique au niveau des négociations. Et comme vous l'avez remarqué, le président amorce une nouvelle stratégie. Il a commencé par parler de la COMIFAC, donc la Commission des forêts d'Afrique centrale, c'est-à-dire il met l'accent sur la gestion concertée des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale, où 10 pays cherchent à harmoniser leur politique parce que le climat aujourd'hui, l'environnement aujourd'hui, c'est une question de bloc. Quand on voit l'Afrique centrale, il faut la considérer comme un écosystème unique parce que les interactions sont tout à fait permanentes. Donc je salue vraiment cette intervention du président de la République qui honore encore la COMIFAC, étant donné que c'est lui qui porte le lead. Nous avons 60% des forêts du bassin du Congo et pour parler des pays solutions, c'est déjà ça. Aujourd'hui, comme j'ai discuté avec le professeur, nous devons aller de l'avant avec un nouveau leadership intellectuel en s'appuyant sur nos concepts à nous. Comme on parle aujourd'hui, on le savait déjà, de carbone invisible, tout ce qui est sous terre, ça c'est vraiment des innovations qui vont nous permettre de capitaliser au maximum cette opportunité. Le réchauffement climatique est là, c'est une catastrophe mondiale, mais malheureusement pour eux, mais heureusement pour nous, c'est une opportunité pour que nous puissions mettre en exergue ce que Dieu nous a donné. Il y en a qui ont du pétrole, il y en a qui ont de l'eau, et nous avons plus que tout ça. Et je pourrais appuyer encore une fois cette vision qui consiste aujourd'hui à mettre au devant de la scène le futur. C'est ça la responsabilité intergénérationnelle, changer des paradigmes au niveau de développement, et toutes les solutions au niveau de ces paradigmes sont pratiquement au niveau de notre sous-sol. Avec les batteries, le soleil, nous n'en manquons pas, et d'autres sources d'énergie, et surtout, comme l'a dit le DG de l'ICCN, la vraie ressource, c'est la jeunesse. Et la jeunesse rentre dans ce concept de développement durable, qui est un développement qui tient compte de l'environnement aujourd'hui, mais aussi, surtout, des générations, des intérêts des générations futures. Je crois que le président de la République vient de déclencher un autre processus au niveau des négociations, au niveau de la présence diplomatique, et nous ne faisons que l'encourager parce que en Afrique centrale,
C'est ce qu'on attendait. Pour ceux qui ne le savent pas, hein, peut-être parce qu'on a juste proposé l'extrait du président de la République, il est intervenu juste après le président américain, Joe Biden. Cette grandeur-là, comment vous la trouvez, le président de la République qui vient juste après le président américain dans un sommet comme celui-là, COP26, monsieur le porte-parole, ça a quand même une symbolique, pardon. Ben, la symbolique, elle est présente. La symbolique, elle est présente d'abord parce que vous avez bien constaté que la plupart des pays qui participent à ce sommet, ce sont des pays d'un certain niveau de développement. Et que là-dedans, vous allez retrouver un pays africain qui n'est peut-être pas au niveau de tous les autres dans ce domaine du développement, mais à qui on a accordé une certaine considération, pour ne pas dire une considération certaine, pour lui accorder la parole après le président américain et dans plusieurs autres panels auxquels il a pris part. Oui. Ce n'était pas le dernier à prendre la parole et je ne peux qu'en remercier les organisateurs. Oui. Ça veut dire une chose importante. Nous ne nous étonnerons pas qu'on vienne nous chercher, c'est vrai, c'est pour nos beaux yeux. Nous avons le diamant, nous avons le cuivre, le cobalt, etc. Mais on découvre maintenant que nous avons aussi de l'or, mais qui se présente différemment. Ce n'est pas des cailloux, ce n'est pas des roches, c'est du gaz, c'est sous des formes bizarres. On marche dessus quand on va chez les pygmées, mais on ne savait pas que c'était des richesses. Et voilà, là maintenant on se dit, mais il n'y a pas que le cuivre, il n'y a pas que le cobalt, il n'y a pas que l'arachide, il n'y a pas que la nana, il y a ça aussi. Il y a la terre. Et donc, c'est encore une ouverture. Mais c'est vrai, j'aimerais peut-être aborder déjà une thématique que nous allons aborder avec les spécialistes. C'est que nous avons là quand même un travail, et c'est un travail politique à faire. Nous avons à la fois besoin de développer nos pays, parce qu'ils doivent avancer au niveau des autres pays, mais en même temps, on nous demande de participer à un gros effort de conservation de notre environnement. Bon, je ne dirais pas que c'est antinomique, mais je crois que le président de la République l'a dit. Nous devons, on ne peut pas y échapper. Nous allons faire les deux, nous allons conserver, puisque c'est nécessaire, mais nous allons en même temps aussi développer nos pays, puisque c'est ça notre avenir. Professeur Kabasele, est-ce que vous croyez vraiment que la voix du président de la République ou son discours a été bien entendu par ses pairs? Je peux vous dire que ce discours était attendu. Ce discours était attendu parce que l'absence de la RDC dans le haut segment politique des négociations commençait à faire mal, même à la Comifac. Parce que quand celui qui a le coffre-fort n'est pas là, c'est la RDC qui a le coffre-fort. Oui, mais le coffre-fort du climat est en RDC. Et je pèse bien le mot. Je suis spécialiste de l'image. Je sais de quoi je parle. Et les négociations avec le protocole de Kyoto ont commencé avec un principe de pollueur-payeur. Et au niveau de la COP, nous avons beaucoup évolué. On est là dans un principe de responsabilité commune mais différenciée. Alors, responsabilité commune mais différenciée parce que on ne peut pas aujourd'hui dire qu'on ne peut plus conserver parce que nous devons nous développer. Même une goutte de réduction des émissions. À gaz à effet de serre. Oui, c'est très important parce que le verre est déjà plein et on a besoin des contributions, des efforts de tout le monde. Et là, le chef de l'État le dit. Il dit quoi? Il dit qu'il va préserver la forêt pour que les activités agricoles, industrielles s'effacent dans les zones savanicoles. Et là, c'est une grande première. Une grande première pour moi, spécialiste. Pourquoi? Parce que quand on épargne des forêts, on stocke le carbone sur pied et on favorise la séquestration et on protège le carbone du sol. Professeur Kabasele, vous êtes trop savant comme ça. Est-ce que vous pouvez descendre pour que le commun mortel puisse au moins comprendre l'opportunité de cette émission et le discours que vous véhiculez? Ok, je descends. Allez-y. Je descends. Alors, je disais ceci.
que si on exploite le minerai dans la forêt, si on déforeste, on dégrade la forêt, on émet du carbone dans l'espace. Mais si on fait ces activités dans des savanes, on émet moins de carbone. Voilà. Donc il faut reboiser qu'après avoir... Et je ne suis pas pour les reboisements, que l'on puisse dégrader la forêt, oui, sous prétexte qu'on va reboiser. On n'aura pas la même forêt. Oui. Et la nature a mis pas moins de 150, 200 ans, 300 ans pour avoir l'arbre que vous voyez passer ici. Nous devons garder notre forêt. On doit garder, mais pas la conservation pour la conservation. Parce que si on conserve pour conserver, la forêt elle-même devient une source d'émission. On doit garder la forêt aménagée, c'est-à-dire extirper par télédétection. Je balaye avec le satellite, je vois l'indice chlorophyllien, je regarde la signature spectrale et j'enlève les arbres en fin de vie. Heureusement qu'il est descendu. J'enlève les arbres en fin de vie pour que ces arbres ne remettent pas de carbone dans l'espace. Oui. C'est ça l'aménagement. Et c'est ça la chance qu'on vient d'avoir avec le fonds CAFI. J'espère que ces fonds pourront servir, entre autres, à cet aménagement. Donc le discours était très attendu. Et ce n'est pas vraiment une surprise que le chef de l'État intervienne après la première économie mondiale, parce que c'est la RDC qui a la solution. Dans le cadre de l'adaptation, projet AAA, accélération de l'Afrique dans l'adaptation. Donc, il faut pousser l'Afrique à s'adapter au réchauffement climatique et il faut pousser les pays d'annexe 1, donc les pays développés, à atténuer leurs émissions. Très bien. Monsieur le directeur général de l'ICSN, il y a une assertion qui dit la garde à manger pour les Congolais, c'est la forêt congolaise. Mais curieusement, il se pose un problème. Les autochtones, même les Congolais, n'en profitent pas tellement de sa forêt. Comment pouvez-vous compenser cette marge entre la forêt et qui va être la garde à manger pour les Congolais qui n'en bénéficient pas? Je pense que les Congolais bénéficient de leur forêt. Peut-être pas assez, mais ils en bénéficient quand même un petit peu. Je fais ici allusion aux autochtones. Hein. Oui, nous allons suivre peut-être le représentant du peuple autochtone tout à l'heure. Moi aussi, je fais allusion aux autochtones très clairement. Et je me considère autochtone, hein, si vous permettez. Hein, parce que finalement, ça veut dire quoi, autochtone? Ça veut dire qu'on est né à l'endroit où on est. Bon, moi, je suis né à Kinshasa et la forêt du plateau des Batéké se trouve juste à côté. Donc moi, je suis aussi autochtone. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que nous sommes ici, Bantous de l'Afrique centrale, à l'origine des chasseurs-cueilleurs. Nous vivons dans un environnement qui, sans qu'on fasse de l'agriculture, est capable de nous nourrir par les végétaux, par les plantes et par les animaux qui sont là. Et donc, traditionnellement, on ne cultivait pas ici. L'agriculture est venue plus tard. Or, ici, maintenant, avec les augmentations très fortes de population, et en disant ça, j'insiste beaucoup, je parle de l'augmentation de population positivement, puisque j'ai insisté tout à l'heure qu'on est une population jeune, mais je disais, avec les augmentations de population, le dessin des frontières des pays, les villages ne se déplacent plus. Et donc on reste en place, on se sédentarise, on ne bouge plus, et la conséquence, c'est que l'environnement dans lequel on vit a de moins en moins la capacité de nous nourrir. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait de l'agriculture. Et quand on fait mal cette agriculture, on accélère encore cette dégradation de cette forêt. Donc on ne peut pas dire qu'on n'en vit pas, on en vit mal. Et on peut en vivre mieux. Et ça, encore une fois, Congo, pays solution. Parce qu'on a une grande forêt et qu'en pratiquant, comme le chef de l'État l'a très bien dit dans son discours, des méthodes agricoles adaptées, et c'est ce que nous faisons déjà depuis presque 20 ans sur le plateau des Batéké, c'est-à-dire de pratiquer l'agroforesterie, c'est-à-dire l'agriculture
plus la culture de la forêt, les deux combinés ensemble, ça donne des résultats extraordinaires. Le professeur Kabasele vient de nous le dire, une forêt naturelle dense, ça stocke à peu près 300-350 tonnes de CO2 par hectare. Une savane herbeuse du plateau des Batéké, ça donne péniblement 35 tonnes de CO2. Donc quand on transforme une savane herbeuse en forêt, c'est ce que nous avons fait, c'est faisable, n'est-ce pas, professeur? Vous passez de 35 tonnes à 150 tonnes en faisant un effort. Donc cet effort mérite d'être rémunéré. Tout travail mérite salaire. Et donc, en faisant ce travail-là, on recrée une forêt qui est capable de nous nourrir avec des animaux et des chenilles, vous venez d'en parler, etc. Mais qui, en plus de ça, reconstitue des conditions de fertilité sur le sol qu'on n'avait pas avant. Voilà. Et donc, on se retrouve avec un sol sur lequel on doit moins travailler, qui est plus riche et qui va vous donner un meilleur résultat, alors que vous avez fait moins de travail avant. Et donc, on se remet dans ce schéma que j'ai expliqué tout à l'heure de chasseur-cueilleur, en pratiquant l'agroforesterie. Et aujourd'hui, à travers une institution telle que celle que je dirige, l'ICCN, l'Institut congolais de conservation de la nature, nous avons cette possibilité, en animant les communautés locales autour de nos aires protégées, de créer maintenant des schémas d'agroforesterie à très grande échelle. Et ça, c'est vraiment très intéressant. C'est un très bel espoir que nous nourrissons. Et encore une fois, je me sens complètement animé par l'orientation que nous donne le chef de l'État, parce qu'on partage la vision. Et ça, je crois qu'aujourd'hui, c'est très important. Et les collègues viennent de le dire, on avait besoin de ça, pour vraiment tourner la page et nous inscrire maintenant dans un schéma nouveau. Et encore une fois, moi, j'aime beaucoup ce slogan de Pays Solutions, parce que quelque part, c'est vrai. Mais la solution n'est pas gratuite. Pour aller la chercher, il va falloir travailler. Donc, il ne faut pas croire que c'est facile. Au contraire, c'est compliqué. On doit s'y mettre tous ensemble. Tout à l'heure, le collègue l'a dit, on doit réussir à se fédérer. Et c'est un travail auquel nous allons nous atteler. Vous savez, quand vous partez de Mbandaka, à l'ouest, et que vous refaites toute la grande courbe du fleuve Congo jusqu'à arriver à Kisangani, toute cette courbe-là, c'est là que se trouvent les fameuses tourbières dont on a parlé ici tout à l'heure. Or, là-dedans, l'Institut congolais de conservation de la nature a pas moins de 10 aires protégées qui se trouvent dans ce périmètre-là, avec dans chacune de ces aires protégées des gestionnaires de parcs. Si nous nous mettons tous ensemble et que nous créons le syndicat des protecteurs des tourbières du Congo, sachant que ce trésor a besoin aujourd'hui d'être conservé, d'être protégé, mais qu'est-ce qu'on va nous offrir pour faire ce travail de conservation et de préservation? Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, on doit continuer à se développer, on doit continuer à vivre tous les jours de cette richesse sur laquelle nous sommes. Et aujourd'hui, moi je pense qu'avec des instituts tels que l'Institut congolais de conservation de la nature, nous pouvons créer, tu sais, cette ambiance de mettre tout le monde ensemble sur des thématiques très puissantes ici maintenant. Et encore une fois, le Congo est tellement bien placé pour ça. Monsieur Lukatundu, j'ai posé la question ici pour dire que si le message du chef de l'État a été bien compris par ses pairs. D'abord, je voudrais rappeler votre première question, votre interrogation, pourquoi le président est intervenu juste après le président des États-Unis. Joe Biden. Nous avons là deux grandes puissances, une puissance économique et une puissance écologique. Donc c'est tout à fait naturel que dans un contexte de développement durable... Est-ce que ces grands dirigeants, les Occidentaux, là, est-ce qu'ils le savaient que la RDC, c'est une grande puissance écologique? Mais ce que vous devez savoir, c'est qu'en 2000, il y a une résolution 54/214 de l'Assemblée générale des Nations Unies. Il dit quoi? Qui consacre l'intérêt de la communauté internationale sur les forêts du bassin du Congo et enjoint la communauté internationale à appuyer, c'est clairement dit, les forêts du bassin du Congo dans leur développement durable, financièrement et techniquement. Ce sont des choses à rappeler ici. Parce que quand on va devant la communauté internationale, on demande encore des interventions supplémentaires, ce n'est pas possible. Il faut que, comme on a l'occasion d'avoir le porte-parole du président, on va lui remettre
aujourd'hui même, cet exemplaire-là... Vous aviez préparé? Non, je me promets toujours avec, la documentation qu'il faut, parce que comme un pasteur doit avoir la Bible, comme les musulmans doivent avoir le Coran, moi j'ai toujours les documents de la Comifac, et comme a dit mon collègue, chacun prêche pour son église. Mais nous, en fait, je voudrais dire quand même que on aura l'occasion d'en parler. La Comifac fait beaucoup pour l'Afrique centrale. C'est grâce à la Comifac qu'on a introduit les tourbières dans la mise en œuvre de l'accord de Paris. Et c'est grâce à la Comifac qu'il y a certaines initiatives dans la promotion des activités des aires protégées. Et donc il y a comme ça des formations, des ateliers de renforcement de capacité, et même nous avons un grand projet, on en a parlé ici, qui fait que, en n'ignorant pas la Comifac, parce qu'il faut d'abord être chef de son village, le président doit... On aura peut-être des émissions spécialisées pour parler de votre structure, mais ce qui est vrai est que quelques heures après l'intervention du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, il y a encore un autre compatriote qui a parlé au nom des peuples autochtones. Si ma mémoire est bonne, il doit s'appeler M. Saïdi. Oui, c'est M. Saïdi qui a pris la parole pour parler au nom des peuples autochtones. Nous allons l'écouter et puis on va faire le tour de cette table. Chers dirigeants mondiaux et décideurs, chers collègues, sœurs et sœurs autochtones, je m'appelle Patrick Saïdi, je viens de la République démocratique du Congo, je suis coordonnateur national de la dynamique des groupes des peuples autochtones. Ici, je représente les organisations autochtones vivant dans la forêt du bassin du Congo, le deuxième plus grand massif tropical forestier au monde. Nous saluons effectivement la mobilisation des fonds internationaux pour sécuriser les droits à la terre des autochtones. Si nous voulons tous renforcer la gestion des territoires forestiers par les autochtones comme une solution efficace aux crises climatiques et de la biodiversité, cette sécurisation des droits à la terre est une condition préalable et fondamentale. Les promesses financières que vous faites et la volonté politique que vous affichez ici à Glasgow doivent maintenant se matérialiser sur le terrain. Des mécanismes efficaces doivent être mis en place pour garantir que les ressources mobilisées atteignent véritablement et prioritairement les communautés autochtones et locales. Mon pays, la RDC, s'est engagé à devenir un leader mondial du climat avec les slogans RDC Pays Solution. Le président Félix Tshisekedi s'est engagé à sécuriser les terres des autochtones et c'est suivant leur volonté et sous leur contrôle. Le Parlement s'apprête à voter une loi spécifique en faveur des peuples autochtones reconnaissant leurs droits à la terre et aux ressources. Ceci est une contribution majeure dans la lutte contre le changement climatique. D'autres pays doivent suivre cet exemple. Nous nous joignons à vous et à nos frères et sœurs des pays forestiers tropicaux pour aider nos gouvernements à entreprendre des initiatives durables qui préserveront nos forêts. Si vous aspirez à un développement durable, il faut sécuriser les droits à la terre des autochtones et leur système de gouvernance pour une protection efficace des forêts. Car sans forêt, nous ne saurons pas faire face au changement climatique et nous ne connaîtrons pas les développements. Merci. Une réaction à chaud sur cette intervention de Patrick Saïdi, c'est son nom, qui parle au nom des peuples autochtones. C'est quand même une fierté de voir Patrick Saïdi parler devant les grands du monde, et il a cité nommément les efforts fournis par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans cette vaste opération de conserver la forêt et de bien gérer notre terre. Je ne sais pas si le choix était fortuit ou calculé, mais quoi qu'il en soit, je crois que
nous avons eu 2 interlocuteurs de taille à cette rencontre internationale, mondiale, et je crois que c'est tout un symbole. C'est tout un symbole parce que là, M. Saïdi nous parle d'une expérience qui est multisectorielle d'ailleurs, qui est en train de se faire en République démocratique du Congo. C'est vrai que la tribune à laquelle il a exposé ces faits s'y prêtait particulièrement bien. Mais tant mieux, ça signifie que sur le plan politique, on encourage l'autochtone à se sentir à l'aise chez lui, à participer au développement de son terroir, de son territoire, avant de penser au développement de l'ensemble du pays. C'est une très bonne chose. Et je veux peut-être embrayer sur ce qui est en train d'être mis en place par le gouvernement actuel, notamment dans la politique de développement des 145 territoires. Oui, on a vu le Premier ministre dernièrement à Songololo. Exact. Et pour donner le coup d'envoi de cette vaste opération. C'est la première fois que moi j'entends parler de ça. Bon, je viens d'un territoire, Lubudi, pour ne pas le citer, c'est dans le bois là-bas. Oui. C'est vrai que Lubudi, moi j'y allais, parce qu'il y avait une grande cimenterie qui est morte de sa belle mort. Mais je crois qu'aujourd'hui, il y a des efforts considérables qui sont faits pour relancer les activités. Mais précisément, oui, pas seulement de la cimenterie, tant mieux s'ils le font. Mais je veux dire, c'est songer à développer les territoires. Oui. On a toujours l'impression que le Congo, c'est Kinshasa, c'est Lubumbashi, c'est Kisangani, c'est... Non. C'est Mbandaka, c'est... Oui, mais le Congo, c'est aussi Massimanimba, c'est aussi Bunkeya, c'est... Monkoto, oui. Voilà. Oui. Mais moi, je pense que ça, c'est important. C'est bien d'avoir joint cette affaire de la lutte contre le réchauffement climatique et en même temps la gestion des terres. C'est une très grande problématique et je suis heureux que politiquement le président de la République ait eu cette vision et se soit engagé publiquement et fortement à la mettre en pratique. Professeur, le président de la République venait de séjourner il y a quelques temps à Kolwezi, mais il était sidéré de voir qu'autant de minerais sortaient, quittaient le Lualaba pour être exportés, mais les Lualaba restaient dans une pauvreté accrue. Et aujourd'hui, la gouverneure Fifi Masuka a tenu à bras-le-corps cette parole du chef de l'État. Maintenant, les minerais sortent, mais les lois là-bas doivent se développer. Et aujourd'hui, quand vous allez à Kolwezi, vous allez vraiment voir qu'il y a des efforts considérables qui sont faits. Mais à suivre le président, monsieur Patrick Saïdi, il faut que les autochtones bénéficient quand même de ce qui sort du sol et du sous-sol, là où ils s'y trouvent. Les hôpitaux, les écoles, les routes et consorts. Il n'a pas raison, monsieur Saïdi? Saïdi a vraiment raison, parce que l'autochtone aujourd'hui, ce n'est pas l'autochtone d'hier. La vie que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas la vie qu'a connue l'Australopithèque et les Pithecanthropes. Donc nous avons là un problème parce que la terre se réchauffe et l'environnement change. Et d'abord, pour parler du Lualaba, je suis fier de cette maman. Je suis fier de cette maman et je pense qu'il faut compter avec la femme. Non seulement comme politique, mais même dans le changement climatique. Il faut que les questions de genre puissent être développées, et vraiment développées. Mais pour parler du peuple autochtone, quand il parle de la sécurité de sa terre, c'est parce que cette terre a changé. Cette terre a changé par le mining qui pollue les eaux et qui donne du mercure dans l'eau à boire, avec toutes les conséquences pour les générations futures. Le peuple autochtone se retrouve dans son milieu naturel abîmé. Et c'est pour cela qu'il veut être sécurisé. Et je salue les efforts, par exemple, d'ICCN, qui donne de l'électricité au peuple autochtone dans le terroir. On utilise les moyens modernes pour moderniser tant soit peu le peuple autochtone qui ne doit plus continuer à aller avec sa femme
qui attend famille, là où il n'y a pas une maternité. Le peuple autochtone, Saïdi est là, nous parle en un français limpide. Ça montre le niveau d'instruction. Cela veut dire qu'il faut des écoles, des laboratoires chez le peuple autochtone. Et cela pose la question de la bourse du carbone. Ce carbone doit être vendu à combien? On nous propose 5 $ la tonne par hectare. Qui propose? Mais les pays pollueurs, ils nous proposent 5 $ la tonne par hectare. Vous auriez aimé? Et moi, je pose la question, si cette forêt de l'Amazonie, si cette forêt du bassin du Congo et de l'Asie du Sud-Est, Thaïlande, si cette forêt appartenait aux pays pollueurs, ils auraient incorporé la taxe dans tous les biens et outils qu'ils nous fabriquent. Et l'humanité allait payer cher. Je pense que le prix normal pour que le peuple autochtone se retrouve et que les nations se développent serait autour de 100 $ la tonne par hectare. C'est là, deuxième point, la question de la bourse du carbone se pose. Comme il y a la bourse du cacao, il y a la bourse du café, moi je plaide en tant qu'intellectuel pour qu'il y ait demain une bourse du carbone. Et cela va résoudre le problème, et cela va faire que le peuple autochtone se retrouve, et que le fonds CAFI soit triplé, et que le fonds vert ait lieu. Imaginez qu'on nous demande, on nous promet 100 milliards de dollars par an à partir de l'an 2020, et dans les caisses du fonds vert en Corée du Sud, la banque verte, il y a moins de 20 milliards. Mais donc, il y a là un problème. Merci, professeur. Monsieur le DG de l'ICC, une réaction en rapport avec ce que le professeur vient de dire? Il vous a cité comme un exemple en tenant compte des préoccupations des autochtones. Oui, absolument, mais ça, on revendique d'ailleurs cette appartenance à fond, quoi. Et pour embrayer sur ce que vient de dire mon cher collègue Prof. Kabasele, sur la forêt du plateau des Batégués que nous avons plantée, on a 1500 hectares de forêt là-bas qui stockent 43 766 tonnes de CO2 pour lesquelles nous avons été payés à 4 $ la tonne, même pas 5. Alors ce qu'il y a, c'est que quand on voit ça comme ça, c'est pas grand-chose. Mais comme on le disait tout à l'heure, si on s'en tient au stock de carbone qui se trouve dans les tourbières, on parle là de 30 gigatonnes. Hein. Et donc même à 5 $ la tonne, ça fait quand même 150 milliards de dollars. Moi je veux bien 10%, hein, il n'y a pas de problème. Je saurais quoi en faire, quoi. Donc en fait tout dépend qu'est-ce qu'on calcule et qu'est-ce qu'on regarde et qu'est-ce qu'on voit, quoi. Et je crois que le fondement qui est très important derrière tout ça, pour nous Congolais, c'est de nous assumer dans notre développement en sachant qu'aujourd'hui nous sommes les gardiens justement d'un stock qui peut avoir une influence sur tout le reste de la planète, quoi. Et donc ça, moi, je fais partie des gens qui estiment que ce travail-là mérite salaire, quoi. Et donc on va se battre dans ce sens-là. Moi je pars à Glasgow demain, malheureusement je rate le chef de l'État, c'est une grande frustration, mais bon, on est encore tributaire de contraintes administratives qui nous dérangent un peu. Quoi qu'il en soit, on va monter sur le front, parce que ce genre de grande réunion, c'est justement l'occasion, comme on est en train d'en discuter ce soir, de faire valoir nos points de vue et de faire comprendre à ceux qui n'ont pas encore bien capté que si nous, ici, Congolais, on ne surveille pas bien ces stocks, il va avoir un vrai grand problème, hein, n'est-ce pas, professeur? Et si on voit les températures s'élever à l'échelle de la planète, ça aura vraiment des répercussions dramatiques. Aujourd'hui, tout le monde le sait. Nous, ça fait 20 ans qu'on travaille là-dessus. Vous, 25, hein. D'accord. Nous allons donner tout à l'heure la parole à monsieur Elik Atundou. Juste le temps pour nous de donner aux téléspectateurs quelques brèves qui viennent de nous parvenir. Le président de la République a pris part à la réunion de haut niveau sur la gestion des forêts tropicales. Il a ensuite participé à la grande plénière, puis à la réunion des infrastructures sous la modération
du président américain Joe Biden avec la collaboration du gouvernement britannique et de l'Union européenne. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu une séance de travail avec le Premier ministre Boris Johnson, laquelle a été sanctionnée par la signature d'une déclaration conjointe sur la CAFI. CAFI, entendez, Initiative pour les forêts d'Afrique centrale, et ils ont abordé la question des investissements britanniques en République démocratique du Congo. Et enfin, le président de la République a présidé la réunion des chefs d'État et des gouvernements sur le programme d'accélération et d'adaptation en Afrique pour l'accès au financement et de tous les programmes de développement qui permettent de lutter contre les réchauffements climatiques. Et enfin, excusez-moi, il a eu un tête-à-tête avec son homologue congolais d'en face, Denis Sassou Nguesso. Il faut dire que c'était un sommet idéal pour le chef de l'État de porter haut la voix de la République démocratique du Congo. Tout à l'heure, on a signé avec le Premier ministre britannique, près de 500 millions de dollars américains. C'est quand même une enveloppe qui a du mal à respirer. J'espère que cette enveloppe va arriver, atterrir en République démocratique du Congo. Monsieur Luc Atundu, une réaction justement en rapport avec cette signature des accords entre le président de la République et le Premier ministre britannique. C'est une très bonne chose. D'abord, je salue le dynamisme ou la redynamisation de la diplomatie au haut niveau avec le président de la République qui est au four et au moulin, je dirais même à la boulangerie aussi. Et ça, c'est une très bonne chose pour une grande puissance écologique que nous sommes. Par contre, concernant la signature de cet accord de CAFI, je crois qu'on a signé encore une lettre d'intention. Il faut que nous puissions être plus regardants. Il faut que cet argent-là profite effectivement aux pays d'Afrique centrale. Il faut que cet argent-là puisse arriver aux bénéficiaires naturels que sont les peuples autochtones, notamment aussi. Et ça, il y a des voies comme l'évaluation environnementale et sociale pour certains équipements. Moi, aujourd'hui, avec les nouveaux concepts de responsabilité sociétale, c'est directement les investisseurs qui agissent sur les économies locales. C'est ce que j'ai à dire à ce niveau-là, mais aujourd'hui, d'abord avec cette montée en puissance institutionnelle du ministère de l'Environnement, c'était déjà un signal, et en plus mettre à la tête un vice-premier ministre qui est une femme. C'est déjà le genre, et j'insiste, la mise en œuvre de l'accord de Paris a déjà choisi comme partenaire privilégié la femme. Donc on tient compte de ces questions de genre. Donc le président est complètement en phase avec la nouvelle dynamique climatique mondiale. Et je considère que c'est vraiment votre conclusion, parce que nous tendons vers la fin de cette émission. Monsieur le directeur général, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce plateau spécial avec le discours du président de la République? Écoutez, je pense qu'effectivement le rôle de la femme est déterminant. Chez nous, à l'Institut congolais de conservation de la nature, sur les 3800 agents, nous n'avons qu'à peine 5% de femmes, donc ça va faire partie de nos grands objectifs ici maintenant, de redynamiser la présence de la femme, et pas seulement pour faire plaisir à l'objectif 5 des objectifs du développement mondial, mais surtout parce que tout simplement les dames, les filles, les mamans ont une sensibilité, une efficacité tout à fait particulière dans ce rapprochement justement avec les communautés locales, les peuples autochtones. Elles ont une très belle sensibilité, donc du coup ça ne se discute même pas, il faut qu'on aille vers la parité. Mais ce que je voudrais dire aussi, pour faire un petit mot de conclusion à propos de ces financements, oui, plus rapidement, oui. Parce que vous savez, 500 millions pour le CAFI, c'est bien, mais je rappelle que c'est un investissement régional, c'est pas que pour le Congo, donc il faut voir là-dedans qu'est-ce qu'il y a exactement pour nous, donc on va calculer ça.
C'est très peu, rajouter un zéro, quoi, qu'on monte à 5 milliards, là on va discuter. Très bien. Non, et là maintenant, pour nous, pour le Congo, au-delà de cette intervention multilatérale, nous avons quand même aujourd'hui des engagements bilatéraux qui sont importants. J'ai passé la semaine dernière une semaine en Allemagne. L'Allemagne s'est engagée très fortement sur le Congo, rien que sur le chapitre biodiversité, conservation de la nature, c'est une enveloppe de 250 millions qu'on a rapporté ici sur 5 ans et qui vient s'ajouter. Merci. Merci. Professeur Kabasele. Avoir la jeunesse, c'est ça le mot de la fin pour moi, c'est être fort, c'est avoir de l'espoir. Mais avoir une jeunesse non formée ou mal formée, c'est une bombe. Et la jeunesse qui brûle la forêt, qui brûle des pneus dans des matangas, qui pollue les eaux et qui ne sait pas jeter des trucs dans des poubelles et qui fait exploser les émissions. C'est pour cela, moi, j'ai mis tout mon poids dans la formation. J'ai insisté et j'ai demandé et obtenu, grâce au ministre Thomas Lowaka, l'ancien ministre de l'ESU, qui a compris et il nous a aidé à créer une école doctorale de télédétection. Ça se passe où? À l'UPN, et je suis le doyen. Donc, cette école permet de former les Congolais dans le satellite. Parce que nous avons le devoir de quantifier nos ressources naturelles. Très bien. De les quantifier. Merci. Et on ne peut pas demander un prix à quelque chose dont on ne connaît pas la valeur. Merci. Et là, je demande que le pays soit doté, subito, d'un satellite d'observation. Parce que l'Angola en a déjà, le Rwanda, et Burkina Faso, et nous, qui sommes une puissance écologique mondiale, nous n'avons pas de yeux pour voir ce que nous avons et les quantifier. Que nous avons aujourd'hui un leadership clairvoyant. Et le jour qu'on aura un satellite, oui, je pense que je prendrai ma retraite. Merci. Allez, monsieur le porte-parole, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce plateau spécial sur les discours du chef de l'État à la COP 26? Oui, je pense que vos invités l'ont très très bien dit. Peut-être me permettrais-je simplement de dire deux petites choses. La première, c'est que je pensais véritablement être assommé par les chiffres et finalement, j'avoue que j'ai passé, je ne sais pas combien de minutes, où j'ai beaucoup appris. Ce soir. C'est un domaine auquel je ne m'intéressais pas particulièrement. Bon, le travail m'a obligé à m'y intéresser, mais j'avoue que j'y reviendrai, j'y replongerai davantage. Et la deuxième chose, je vais citer un confrère, je n'ai pas l'habitude, c'est, je crois, Listel et Choukran, qui a fait un tweet. Je pense que ça vaut le coup de le dire. Il a dit que la vedette à Glasgow, c'était le président Félix-Antoine Tshisekedi. Il n'avait pas tort. Et que la communication présidentielle a été à la hauteur. C'est tellement rare, permettez-moi que je puisse le dire. Bravo, bravo. Très chers téléspectateurs, nous sommes dans ces concepts du ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya, à qui nous saluons de loin. Là où il se trouve à Glasgow avec le président de la République qui dit les nouveaux narratifs. Eh bien, ces nouveaux narratifs, nous l'avions fait ce soir avec les invités qui étaient avec nous sur ce plateau, à qui nous disons merci aux uns et aux autres d'avoir participé à cette émission. Merci également à vous très chers téléspectateurs de nous avoir suivis. Un remerciement particulier à Charles Limanjawembi qui a supervisé cette émission réalisée par Patrick Kachala. Grand sera pour nous le plaisir de vous retrouver prochainement avec la même ferveur. Merci et au revoir. Merci.